Bonjour tout le monde. Je m'appelle Valérie Borde, je suis journaliste au magazine L'Actualité, chef du bureau Sciences et Santé et également la fondatrice du Centre Déclic, qui est un organisme à but non lucratif qui fait des conférences avec des chercheurs destinés à la population. Je vous présente nos invités dans cette table ronde. Kevin L'Espérance, qui est candidat au doctorat en santé publique et en épidémiologie à l'Université de Montréal, qui a été très actif depuis le début de la pandémie pour contrer la désinformation sur la COVID, avec notamment 2 projets financés par les FRQ, le projet Majeur et vacciné et puis le projet Vérité et pandémie. Avec nous, on a aussi Martine Voisine, qui est à la maîtrise en médecine moléculaire et au doctorat progressif en médecine et qui est fondatrice de l'initiative Pour que tu m'expliques. Et puis finalement, on a avec nous aussi Catherine Loeb, qui est présidente fondatrice d'Immerscience, doctorant en neurosciences, spécialiste du transfert de connaissances, de la mobilisation, de la vulgarisation, du Conseil sur les données probantes. Et donc, ce matin, on va discuter de communication, vulgarisation, échange avec le public, avec les témoignages de ces 3 personnes-là. Donc, on va démarrer tout de suite. On va d'abord commencer par une présentation de 10 minutes de chacun de nos invités. Et puis ensuite, on ouvrira les micros de tout le monde, puis les caméras de tout le monde, vu le nombre de personnes qui sont dans la salle. Et puis, on pourra discuter un peu autour de tout ça. Donc, on commence tout de suite avec toi, Kevin. Donc, je te laisse faire ton introduction. Tu as 10 minutes devant toi et puis tu peux partager ton écran. Et voilà. À toi, Kevin. Merci Valérie pour la belle introduction. Le mandat était relativement difficile aujourd'hui quand on parle de communication scientifique. On pourrait en parler pendant des heures, mais aujourd'hui, l'exercice pour moi, ça va être un peu de partager mon expérience puis quelques réalisations que j'ai faites dans la dernière année et demie là, à contrer la désinformation sur la COVID-19 particulièrement. Et j'aimerais commencer en citant Richard Feynman, qu'on connaît tous. C'est un personnage marquant de l'histoire des sciences, non seulement parce qu'il a gagné un prix Nobel, mais aussi parce que c'était un excellent vulgarisateur et un très bon philosophe des sciences. Et il a dit une chose, le plus haut niveau de compréhension qu'on peut atteindre, c'est le rire et la compassion humaine. Et ça, c'est une phrase qui résonne beaucoup pour moi parce qu'on a bien beau être le plus savant des savants, ça demeure que lorsqu'on veut communiquer des informations au public, c'est un exercice qui est fondamentalement humain. Ça demande aux scientifiques de sortir de sa zone de confort. Ça nous demande à nous, comme étudiants scientifiques, également d'aller au-delà de ce qu'on fait dans notre quotidien. Donc, je pense que la première chose à garder en tête si on veut rendre nos communications plus efficaces, c'est de composer avec les différentes réalités humaines qu'on pourrait rencontrer sur le terrain. Et ça nous permet justement de mieux adapter les propos, de mieux s'adapter aux différents publics qu'on veut rejoindre. Ça, la première chose, ça c'est moi, c'est ma petite binette. J'apprécie beaucoup le sujet d'aujourd'hui, juste pour nous recentrer un petit peu. Je pense que définitivement, il y a une plus grande place à y avoir pour les étudiants et la relève en sciences dans le partage des connaissances. Et c'est quelque chose que j'ai fait beaucoup dans la dernière année, comme j'ai mentionné précédemment. Je crois que la première chose qui va être importante à adresser si on veut se lancer en communication scientifique comme étudiant, c'est cette fameuse barrière du sentiment de l'imposteur. Puis là, Martine, je ne te vois pas, mais je suis sûr que tu hoches la tête en ce moment. Mais on a souvent ça. Il y a une sorte de culture que je peux dire un peu malsaine en sciences, du moins particulièrement en sciences de la santé, où ce que parfois, comme étudiant, on ne se sent pas nécessairement à notre place ou suffisamment confiant dans nos connaissances et nos acquis pour pouvoir diffuser, transmettre des informations vers le public. Et je crois que c'est quelque chose qu'on doit cruellement attaquer. Ce que la pandémie nous a montré, c'est qu'il y a des initiatives d'étudiants qui ont porté des fruits, qui ont joué un rôle important pour transmettre des informations vers le public. Martine et moi, on en est des exemples vivants.
Et je crois qu'il y a encore plus d'espace à y avoir pour des initiatives portées par des étudiants et des étudiantes là, en vulgarisation scientifique. Donc, ça ne devrait pas être un exercice qui est réservé exclusivement, comment je peux dire, à des gens qui sont dans la hiérarchie des accomplissements académiques, qui sont au summum de leur carrière. La vulgarisation scientifique, je pense que ça peut passer beaucoup par les étudiants, puis les étudiantes. Il y a une autre chose aussi qui m'a frappé beaucoup là, dans la pandémie, puis quelque chose que j'ai réalisé, c'est qu'il manque cruellement de jeunes dans l'espace public. Je lève mon chapeau à mes collègues, puis aux scientifiques qui ont été présents dans l'espace public, mais je pense qu'il manque de jeunes pour représenter, rejoindre un peu mieux aussi les jeunes. C'est rien contre, c'est pas pour faire de l'âgisme du tout, mais l'idée, c'est parfois c'est plus facile de créer une sorte de sentiment, un lien d'identité avec quelqu'un qui nous ressemble plus. Donc, je crois qu'il y a de l'espace encore pour plus de jeunes dans le débat public, pour transmettre des connaissances en sciences, ça, c'est certain. Pourquoi ça marche pas? Et voilà. Donc, c'est sûr qu'avant de parler de communication efficace, je pense qu'il y a une autre chose qu'il faut adresser très certainement, c'est un peu notre sentiment d'impuissance. Hein. On l'a vu dans la dernière année, là, la désinformation avec les réseaux sociaux. Je dirais que peu importe ce qu'on fait comme effort, comme scientifique, comme étudiant, pour essayer de partager des informations, même auprès de nos proches, c'est parfois difficile, puis nos propos, on a l'impression qu'ils sont dilués dans un océan de désinformation. Je peux vous garantir que ce n'est pas le cas. Les interactions que j'ai eues, j'ai été grandement surpris. Au début, je n'étais pas très confiant dans les retombées que mes projets allaient avoir, mais toutes les interactions que j'ai eues avec des milliers de personnes au Québec ont porté fruit, ont engagé des réflexions, on fait cheminer les différentes informations qu'on avait sur la COVID-19, les informations qui sont bonnes. Donc, je crois qu'il faut garder ça en tête. Les gens cherchent des réponses à leurs questions. Dans l'angoisse, face à l'urgence, les gens vont se tourner vers des sources d'informations qui sont parfois pas nécessairement fiables. Puis c'est pas mal intentionné, ils font ça de manière non intentionnelle et puis ils vont tomber sur des informations erronées. Donc, je crois que si on a un message à garder de cette pandémie, c'est de voir que les gens recherchent des informations et la même chose que la science fait. En fait, la science pose des questions puis offre des réponses. Et sachant qu'il y a une demande ici, je crois que ça stimule un peu notre motivation à nous, les étudiants, à sortir massivement et à essayer de propager des informations plus justes par rapport à différents enjeux, que ce soit des enjeux de santé ou autres, mais qui sont en lien avec la science. Donc, une autre chose, bien sûr, qui m'a frappé durant la pandémie, c'est la méconnaissance de la science, du processus de la science. Tant dans le public, parfois aussi chez certains scientifiques. Et ça, c'est problématique. On ne peut pas en vouloir à personne, c'est systémique, hein, la façon dont on nous enseigne la science, là, aller de la petite école jusqu'au cégep. C'est que la science offre une réponse qui est souvent noire ou blanche, qui est définitive, alors que ce n'est pas ça du tout. La relation avec la science est beaucoup plus par rapport à l'incertitude, puis à gérer l'incertitude sur quelque chose, que de gérer la certitude, en fait. Donc, nous aussi, les scientifiques, il faut le réaliser comme étudiants, souvent on a tendance à vouloir dichotomiser les choses, à mettre les choses dans des boîtes, et je pense que ça ne nous aide pas. Ça ne nous aide pas à rendre le message dans le public. Ça aide certainement à simplifier la récupération par le public d'un message quelconque, mais sur le long terme, lorsque la science évolue, lorsque les données probantes arrivent, lorsque le paradigme va changer, le consensus scientifique change, ben là, on lance des messages qui semblent un peu contradictoires puis qui sèment un peu la confusion dans le public. Donc, je crois que c'est très important. Avant tout, si on veut faire de la communication efficace en science, c'est de bien comprendre quels sont les fondements de la science. Et ça, c'est quelque chose qui devrait être plus,
je pense, enseigner à l'université. Ça a pris beaucoup de temps avant que je me tourne vers l'épistémologie puis la philosophie des sciences. Mais comme scientifique, comme étudiant, si on s'intéresse à faire de la vulgarisation, il faut bien sûr comprendre les tenants et les aboutissants de la science. C'est essentiel. Ce que je veux montrer ici dans cette figure, c'est pas vous faire un cours de philosophie des sciences, là, mais l'idée, c'est juste de montrer que les scientifiques puis les étudiants en sciences sont peut-être mieux outillés que la population générale pour gérer l'incertitude, puis, comment je peux dire, appliquer un processus logique, hein, qu'on appelle la rationalité à certains concepts, certaines affirmations. Puis, en tant que société, on devrait être plus confiant dans qu'est-ce qui est fortement appuyé par les preuves scientifiques, puis qu'est-ce qui est moins fortement appuyé par les preuves scientifiques. Et le rôle du scientifique est primordial là-dedans parce que c'est le meilleur justement pour évaluer l'accumulation des preuves sur une question donnée et ensuite rendre le consensus à la population. Donc, juste garder ça en tête que notre rôle en tant que scientifique, en tant qu'étudiant en sciences, il est primordial à mon avis. Juste une petite diapo là, pour montrer que la communication scientifique, là, ça ne va pas juste du scientifique vers le public, mais c'est plutôt un écosystème, c'est un échange, c'est un dialogue qu'on va engager avec différents acteurs de la société. Et pourquoi j'ai mis cette slide-là ici, c'est vraiment pour nous faire cheminer que si on veut se lancer dans la communication scientifique puis qu'on veut être efficace, il faut également penser aux répercussions du dialogue qu'on va engager avec le public. Et ça, c'est très, très, très important. On ne veut pas causer plus de méfaits en disant quelque chose. Donc, il faut vraiment bien réfléchir, bien penser comment on va livrer notre message, à qui on va le livrer, pourquoi on va le livrer. Donc, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête, qu'on est dans un écosystème et que tout le monde est responsable de l'échange des savoirs. Et s'il y a un maillon dans cet échange de savoirs-là qui faiblit ou qui manque à l'appel, mais ça peut avoir des répercussions qui sont définitivement néfastes sur le public puis l'ensemble de la population. Pour finir, là, des trucs, des astuces en communication scientifique, j'en ai des dizaines. Là, je pourrais écrire une bible là-dessus. J'en ai sorti 4 que je crois qui sont importants, qui sont les plus importants. Premièrement, c'est si on veut lancer un message à la population, synthétiser quelque chose, il faut le faire de manière précise, concise, avec clarté et simplicité. Il ne faut pas prendre de raccourcis, il faut vraiment tout expliquer, ne serait-ce qu'expliquer ce qu'est un virus. C'est niaiseux, là, mais si on retourne au début de la pandémie, on se souvient, là, on a sorti les courbes épidémiologiques, puis on essayait d'expliquer aux gens pourquoi il y avait une urgence sanitaire, pourquoi on prenait ces décisions-là sans expliquer ce qu'est un virus, puis comment une maladie infectieuse se propage, puis pourquoi ça peut être assez dangereux rapidement. Donc, toutes ces petites affaires-là, c'est important de les expliquer de manière simple. Définitivement, humaniser nos interactions, c'est toujours mieux si on peut faire un peu d'humour. Vous allez voir que si vous faites de la vulgarisation scientifique sur les réseaux sociaux, bien, il va y avoir des trolls, il va toujours avoir des gens pour vous insulter ou pour lancer des messages contradictoires. Moi, j'aime bien les remercier, ces personnes-là, puis ensuite rappeler mon message. Et comme ça permet des fois de diluer leur propos qui est comme agressif. Ça permet aussi de les calmer. Donc, gardez ça en tête, qu'on est dans un univers humain. Il y a des émotions qui sont en jeu, puis c'est important d'humaniser nos interactions. Également, on est à l'ère du numérique, donc je suggère bien sûr d'utiliser tous les moyens à notre disposition. Si vous êtes bon en BD, en dessin, utilisez-le. Il y a plein de choses qu'on peut faire. L'univers des possibilités est infini. Et définitivement, d'admettre nos limites et nos erreurs. Il n'y a rien de plus embêtant qu'un scientifique qui n'est pas capable d'admettre ses erreurs, puis encore plus qui va vous suggérer une réponse à une question alors qu'il n'a pas cette réponse-là. Donc ça c'est frustrant, puis ça peut lancer plus de fausseté dans la population qu'autre chose.
Donc, brièvement, c'est un peu ça. Je crois que deux choses à retenir, là, si on veut faire de la communication efficace, là, c'est toujours de rappeler nos bases scientifiques. C'est important d'y revenir. Autrement, on pourrait se tromper puis induire des messages qui sont erronés vers le public. Puis bien évidemment, c'est de garder le tout humain puis d'humaniser nos interactions. Donc voilà, je ne sais pas si je vais rentrer dans un petit 10 minutes. Absolument parfait. Ben, merci beaucoup, Kevin. Si tu peux nous départager ton écran, c'est parfait. On va se réserver notre période de discussion pour après. Hein. Donc, je vais tout de suite donner la parole à Martine Voisine, donc, qui va nous parler de ce sujet-là, de sa perspective. Donc, Martine, si tu peux ouvrir ton micro et partager ton écran, c'est parfait. Je ne sais pas pourquoi je répète ça, vous êtes des pros. En même temps, on est juste incertains. Premièrement, merci beaucoup. C'est vraiment un honneur là, pour moi d'être ici aujourd'hui, qu'on m'ait considéré là, pour cette discussion-là. Puis bravo, là, Kevin, pour ta présentation aussi. C'était excellent. Pour ma part, je m'appelle Martine Voisine. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une initiative que j'ai lancée dans la dernière année qui s'intitule « Faut que tu m'expliques ». En premier, je suis qui? Je suis bachelière en sciences biomédicales. Comme Valérie l'a mentionné, je suis aussi étudiante à la maîtrise en médecine moléculaire et tout nouvellement étudiante en médecine aussi. Ça fait quand même plusieurs années là, que je fais de la vulgarisation scientifique. J'ai été bénévole et je suis encore en fait depuis près de 3 ans là, pour le Festival de vulgarisation scientifique international Une Pinte de science qui vise à inviter des chercheurs dans les bars. J'ai aussi été membre de l'équipe IGEM Laval où on participait à une compétition de biologie synthétique au MIT à Boston. J'ai notamment été responsable de l'engagement auprès du public. J'ai participé à monter des conférences pour le camp de jour des débrouillards, une conférence au Musée de la civilisation à Québec. On a aussi été consulté pour un article dans Québec Science sur la biologie synthétique. Et en fait, tout nouvellement, j'ai démarré mon initiative « Faut que tu m'expliques ». C'est une initiative de vulgarisation scientifique sur les réseaux sociaux. On est surtout actif sur Instagram et TikTok. Et je vais vous parler de l'initiative un peu plus en détail. C'est moi qui ai la chance d'être ici aujourd'hui pour vous présenter le projet, mais je tiens à mentionner que je suis loin d'être seule dans ce projet-là. C'est vraiment un travail d'équipe parce que ça demande énormément d'efforts, de temps, d'énergie et j'ai vraiment la chance d'être très, très bien entourée pour ce projet-là. On est une équipe multidisciplinaire, on est un noyau de 7 principal, mais on a d'autres collaborateurs par-ci et par-là aussi. C'est surtout des étudiants en arts et sciences de l'animation et des étudiants en sciences aussi, sciences biomédicales majoritairement. Fait que je vais prendre quand même quelques secondes pour mentionner les gens qui sont derrière cette page-là, mais qu'on ne voit pas nécessairement très souvent. Bon, vous devinerez que mon initiative est née pendant la pandémie. Ça faisait quelques années que je vais démarrer une initiative sur les réseaux sociaux, mais je n'avais pas nécessairement le temps, je n'avais pas nécessairement l'énergie, je ne savais pas trop où commencer. Puis on dirait que la pandémie m'a comme donné une idée un peu. J'ai vu que les gens avaient peur pendant la pandémie, ce qui est très normal. J'ai aussi remarqué que les données scientifiques sont en quelque sorte inaccessibles pour la population générale, ou du moins pas assez accessibles. Il y a beaucoup de mésinformations qui vont circuler, surtout sur les médias sociaux. Puis il y a cette espèce de phénomène-là que j'aime appeler une cacophonie scientifique. On est comme bombardé d'informations, puis c'est un peu, excusez-moi l'anglicisme, mais overwhelming. Là, on devient vraiment là, surchargé avec cette information-là. Et c'est dur de savoir où donner de la tête, même en tant que scientifique parfois. J'ai aussi remarqué qu'il n'y avait pas énormément de vulgarisation scientifique en français sur les réseaux sociaux, fait par des Québécois. Et c'est pourquoi j'ai décidé de lancer cette initiative-là. L'initiative est née environ en décembre 2020 là, parce que le FRQ faisait un appel à projet pour justement des projets qui visaient à vulgariser la science pour les jeunes de 18 à 30 ans. Par contre, ça a demandé énormément de préparation. C'est vraiment au mois de janvier qu'on a commencé à créer du contenu. On a créé du contenu, on a publié un peu sur les réseaux sociaux. Au mois de mai, on avait environ 700 abonnés sur la page Instagram et il y a eu une première vidéo là, qui a été virale. Vous pouvez la voir ici, là, elle a récolté plus de 80 000 vues, 750 commentaires, ça l'a fait jaser les gens. La grande majorité des commentaires étaient extrêmement positifs. Les gens étaient d'accord, les gens trouvaient ça rafraîchissant.
je pense, en fait, ce que je faisais dans cette vidéo-là, c'est que je dénonçais un peu la désinformation qui circulait sur les médias sociaux, certains influenceurs qui utilisaient leur plateforme pour véhiculer ce genre d'informations-là. J'ai mentionné, comme Kevin a dit, que ces gens-là n'avaient pas nécessairement des mauvaises intentions, mais que ça pouvait avoir des dommages, qu'il fallait faire attention à ce qu'on dit sur les médias sociaux parce que ces gens-là disposent de plateformes qui sont énormes. Et après ça, il y a comme les scientifiques qui essaient de véhiculer de vraies informations, mais qui chuchotent à travers cette cacophonie-là. Et bref, mon message a résonné chez beaucoup de gens. Mais c'est aussi avec cette vidéo-là que j'ai vu un peu le revers des médias sociaux qui sont en fait une jungle. J'ai reçu des centaines de messages de haine, j'ai reçu une menace de mort. Je pense qu'on l'a remarqué pendant la pandémie, les scientifiques, on n'est vraiment pas à l'abri de ce genre de comportement-là. Puis c'est important de savoir que cette réalité-là existe. Bon, depuis cette vidéo-là, on a publié d'autres contenus aussi en lien avec la pandémie, notamment des effets à long terme. On a expliqué ce qu'est l'immunité de groupe en lien avec le variant Delta. On a fait une vidéo aussi sur le passeport vaccinal qui a fait beaucoup jaser les gens. On a aussi expliqué des concepts de base un peu, mais que ce n'est pas tout le monde qui connaît, comme par exemple corrélation et causalité. On a présenté des exemples de corrélation qui n'impliquent pas de lien de causalité, avec un brin d'humour aussi. Puis là, je me suis arrêtée, puis je me suis questionnée à savoir pourquoi est-ce que le contenu de notre page vient rejoindre les gens. Pourquoi les gens aiment ce contenu-là? Puis je viens un peu répéter ce que Kevin a dit plus tôt, là, mais si j'avais des conseils à donner à des gens qui veulent vulgariser la science, que ce soit sur les médias sociaux ou ailleurs, je pense que c'est vraiment important d'être à l'écoute du public qu'on veut rejoindre, à l'écoute de leurs questions, à l'écoute de leurs besoins. C'est important aussi de faire preuve d'humilité, de connaître ses limites. Et comme Kevin l'a mentionné, je pense que les étudiants en sciences, même si on n'est pas des experts, on a notre place sur les médias sociaux ou ailleurs pour discuter de la science, pour vulgariser. Puis je pense qu'on peut le faire dans la mesure où on a conscience de nos limites. C'est important aussi d'être accessible, d'être concis. Les gens, il faut qu'ils soient capables d'être informés sans faire un effort trop intense. Il faut que ça soit accessible, il faut que ça soit direct. Il faut que ça soit du contenu informatif naturellement, mais aussi du contenu qui va être varié. Par exemple, ce que j'ai fait pendant la pandémie, c'est qu'on publiait des trucs sur la pandémie, mais une fois de temps en temps, on faisait des publications un peu plus humoristiques pour alléger notre contenu, pour ne pas surcharger les gens. Puis aussi, en fait, on suivait les tendances. Parce que les médias sociaux, ça change énormément. Il y a des tendances. C'est important de rester à l'affût de ces tendances-là si on veut que notre contenu soit partagé et soit apprécié des gens qui nous suivent. Là, par exemple, je vous ai dit qu'on était sur Instagram et sur TikTok. Eh bien, on va adapter le même contenu ou du contenu différent, mais on va vraiment l'adapter aux plateformes qu'on utilise. Par exemple, sur Instagram, on va publier des photos et des vidéos. Ça peut être une seule vidéo, comme ça peut être un carrousel qui est une série de plusieurs photos. En termes de vidéos, il y a les Reels qui sont de 0 à 60 secondes. Fait que là, on va faire du contenu qui va être plus rapide, plus accrocheur. On n'ira pas nécessairement autant en profondeur. On va y aller dans une vidéo de plus d'1 minute. Sur Instagram, on va avoir un ton qui est un peu plus sérieux. On va avoir des publications humoristiques quand même, mais ça va être quand même plus sérieux, plus informatif. De l'autre côté, sur TikTok, qui est une plateforme de vidéos seulement, on va faire des vidéos entre 0 et 60 secondes et même on va essayer de viser 15 secondes maximum. Parce qu'il faut que ça soit accrocheur, il faut que ça soit dynamique, il faut que ça ait un ton humoristique. Là, j'ai mis 2 publications un peu pour imager ces genres de contenu qu'on fait sur les 2 plateformes et en quoi ces contenus-là diffèrent. Tantôt, j'ai parlé d'être à l'écoute des gens. C'est ce qu'on a fait pour notre vidéo sur le passeport vaccinal. On voulait faire justement une vidéo sur le sujet, mais on ne savait pas trop comment s'y prendre. Puis, on a remarqué qu'il y avait une vidéo qui prenait de la désinformation qui a été absolument virale. En l'espace de 3 jours, elle avait plus de 250 000 vues. Puis, nous, ce qu'on a voulu faire, c'est pas nécessairement venir contrer cette vidéo-là, parce que les gens avaient des questionnements, il y avait des inquiétudes par rapport au passeport. Mais nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de dévier la discussion vers une discussion qui est plus nuancée. On est venu soulever des débats potentiels en lien avec le passeport, mais sans se prononcer parce que ce n'est pas dans notre champ d'expertise. Puis, ça a permis un peu de rejoindre les 2 côtés, les gens qui étaient polarisés autant du côté pour le passeport que du côté contre. Puis ça a généré des discussions qui étaient peut-être plus productives entre les personnes qui ont ces différents points de vue. Sinon, on a
collaborer avec différentes initiatives aussi, que ce soit pour produire d'autres types de contenus, pour aller sur d'autres plateformes ou aller voir un public différent. Comme Kevin qui a participé à Vérité aux pandémies, en fait, on a enregistré un podcast ensemble, un balado sur la vaccination. Sinon, en ce moment, ma page on collabore avec Génération Sidechick, qui est un blog qui vise les femmes dans la trentaine. Et on va justement publier d'ici une semaine là, un article sur la vaccination contre la COVID et les effets sur la fertilité, grossesse et cycle menstruel. Donc, on va aller chercher un autre public là, avec cette collaboration-là. Bref, je ne sais pas si j'ai fait mon 10 minutes, moi non plus, mais ce que je veux que vous reteniez de ma présentation, c'est que quand il y a le temps de vulgariser, puis surtout sur les réseaux sociaux, il faut avoir du plaisir. Je trouve que la collaboration, c'est très, très, très important. L'interdisciplinarité, de collaborer avec des gens de différentes expertises, de différents milieux qui vont pouvoir amener différentes visions. Puis aussi, je vais dire un peu comme Kevin, osez les étudiants, osez vous prononcer sur les médias sociaux. On a notre place, les gens veulent nous écouter, il faut juste qu'on prenne la parole. Fait que, merci pour votre attention. Merci beaucoup à toi, Martine. Moi, je suis vraiment impressionnée par vos deux premières présentations, aussi bien à Martine qu'à Kevin. Ça augure de vraiment bien belles choses. Je vais donner la parole à notre troisième panéliste, Catherine, qui va nous présenter aussi son point de vue de spécialiste du transfert de connaissances. Donc, Catherine, la parole est à toi. Ça s'en vient. Je partage mon écran. Merci. Merci beaucoup pour vos présentations. Je suis contente. Catherine, peux-tu le mettre en plein écran? Oui, ça s'en vient aussi. Ah, OK, pardon, excuse-moi. Non, c'est bon. Voilà. Je pense que c'est bon. Il me restait 2 clics. Non, on ne voit plus ton écran. Ah, ça fonctionnait tantôt. Je recommence. Ça. Parfait, super. Super. Donc, je vous disais merci, Kevin et Martine, et merci Valérie pour cette introduction et animation. C'est chouette de voir que vous êtes là. Je vois même qu'il y a M. Chapdelaine qui vient nous rejoindre, et moi, j'ai bien hâte de discuter aussi discuter de médias sociaux au sein du FRQ. Vous allez voir pourquoi. Bref, pour ne pas mettre les gens sur la sellette, c'est déjà fait. Donc, Catherine Laure, je suis un petit peu plus, je suis plus une étudiante, mais je suis une chercheure défroquée, donc je resterai une étudiante éternelle toujours dans mon cœur et dans ma tête, surtout. Ce qui est moteur dans ma vie est d'apprendre continuellement. Et l'humain me passionne, entre autres, énormément. Donc, dans toute sa complexité, sa haine et son amour dans la COVID qu'on a pu voir, vous en avez parlé d'ailleurs. Donc, j'ai quelque chose de différent à vous proposer. Je vais vous parler d'entrepreneuriat scientifique qui est Immerscience, que j'ai fondé il y a 6 ans avec une ancienne collègue étudiante. Donc, les jeunes, vous ne savez jamais où vos amitiés de doctorat de médecine peut vous amener. Je peux maintenant m'appeler présidente d'Immerscience. On parlait de syndrome de l'imposteur. C'est ça. Si vous êtes allé sur le site d'Immerscience, je ne sais pas si je peux réussir à... Non, je ne ferai pas ça. Je ne vais pas vous faire du changement d'écran, mais c'est sur la page d'accueil d'Immerscience de dire que je vis moi aussi un sentiment d'imposteur encore quelques années plus tard en tant qu'entrepreneur scientifique, mais que je l'assume de plus en plus. Voilà. Donc, je vous invite dans mon bureau. Moi, je suis en télétravail depuis plusieurs années. J'avais commencé pendant mes études doctorales là, dans les années 2000 à McGill en neurosciences, puisque le campus était quand même éloigné puis qu'on travaillait beaucoup de la maison. L'avantage à l'époque, c'est qu'il n'y avait pas de Zoom. Donc, on était dans la tranquillité, voire l'isolement quand même un peu. Donc, il y a des avantages, des inconvénients, tout ça.
Le télétravail en temps de pandémie, pour moi, a changé énormément et vous êtes toutes venues me rejoindre dans mon bureau, ce qui a donné des changements. Vous allez voir là, après. Donc, mon but aujourd'hui, j'essayais de voir, là, parce que j'ai fait mes petites recherches sur vos projets, donc j'essayais de compléter, d'arriver dans la complémentarité peut-être un peu des propos aujourd'hui avec vous autres. Donc, en fait, moi, ma formation est en neurosciences, en psychologie. Donc, vous parliez de parler de l'humain, d'être empathique, d'avoir de la compassion. C'est un moteur qui m'a amené, moi, vers le transfert de connaissances. Et j'ai terminé en étant coordinatrice de recherche parce que j'ai refusé le 3e postdoc dans une équipe de recherche en transfert de connaissances. Donc, voilà, il y a tout est objet d'étude dans la vie, hein. Tout peut être étudié, tout peut devenir un objet de recherche. Et sachez que, évidemment, la communication scientifique et le transfert de connaissances, comme terme parapluie qu'on va définir, est un objet de recherche. Donc, moi, ma vie n'est que donnée probante ou irrationalité quand l'émotion ne prend pas le dessus. Donc, j'ai envie de partager avec vous ou qu'on discute, si vous voulez, mon angle d'approche sur les données probantes qui inclut les données scientifiques sur le transfert de connaissances et mon expérience terrain en lien avec mon parcours d'étudiant. Moi, c'était plus les Brain Awareness Week et de la sorte, là, cerveau en tête à l'époque. Mais tu parlais des débrouillards, j'avais plein de beaux souvenirs qui me revenaient. Donc, comme vecteur de communication efficace avec le grand public, puisqu'on parle de ça aujourd'hui, mais évidemment, il y a plusieurs publics. Pourquoi le transfert de connaissances? Parce que ça marche en appliquant les règles de l'art. On peut tâtonner, on peut essayer, faut toujours être sur le bout de nos orteils, comme ils disent en anglais, parce qu'évidemment, ça change, les publics changent, les situations changent. On a vu les changements en live avec la pandémie. Et les nouvelles générations aussi nous poussent vers autre chose. Et, cher vous, vous nous poussez en communication scientifique vers d'autres choses puisque, sans vouloir vous mettre dans une case, vous êtes quand même la génération des influenceurs. Donc, vous me direz si ça vous case. Moi, je ne suis pas ça du tout. Je ne veux pas ma face sur Instagram et on en reparlera probablement. Donc, moi, je veux collaborer, je veux faire tout ce que vous dites, mais je ne m'assume pas du tout en tant que porte-parole. Donc, on en reparlera. Ça fait partie, pourquoi le TC? Bien, parce que maintenant, ça fait partie du cycle de la recherche. Les organismes subventionnaires, entre autres, se sont positionnés, les universités se positionnent de plus en plus et un jour, j'espère, vous serez accompagnés au niveau de vos cours universitaires de façon plus orchestrée en épistémologie, en philo de la science et en transfert de connaissances que moi j'appelle la littératie scientifique. Et Kevin, moi j'aimerais ça que ça commence au primaire parce que l'esprit scientifique, c'est quelque chose qu'on a quand même beaucoup d'inné, c'est quelque chose qu'on a concrétisé au niveau de l'acquis, mais je vous parlais de passe-partout tout à l'heure, vous allez voir, les enfants, ça réfléchit en mode essai-erreur, itératif, puis ça partage avec ses pairs, ses découvertes. Donc, pour moi, la littératie scientifique, c'est un cheval de bataille. Je suis contente que vous rejoigniez cette bataille parce que pour l'instant, je n'avais pas beaucoup d'amis, donc génial. Donc, important pour votre carrière, ça c'est mon point de ma tante, là. Le transfert de connaissances, la communication scientifique, vous l'avez dit. Enfin, maintenant c'est valorisé, ça fait partie du CV. Il ne faut pas le faire juste dans cette optique-là. Évidemment, pour gagner des points, il faut le faire avec son cœur, il faut le faire avec passion, parce que la science nous appartient à tous. Mais ça, c'était ma petite phrase moralisatrice. Les organismes qui subventionnent la recherche ont des attentes claires. Donc, je vous invite fortement à jargonner avec eux et à vous arrimer un petit peu à leurs attentes. Vous l'avez sûrement fait dans vos demandes de subvention. On va y revenir. La science est pour tous et comme vous en avez parlé, et je suis vraiment ravie de lire ça, c'est un peu plaisir et quand on fait tout ça avec plaisir, ça fonctionne aussi, ça fait partie des règles de l'art. Voilà. Pour cette slide j'allais dire de cactus. Oups, attendez, je suis en train de me perdre. Voilà.
Je vous disais que le télétravail a beaucoup changé. Donc, avant, j'étais plus ou moins en discussion avec mon chat dans mon salon à me dire quelles sont les prochaines étapes à faire et comment gravir cet escalier. Et, en bon français, what are the next steps? Vous êtes venu me rejoindre en temps de pandémie dans mon environnement numérique, ce qui fait que ça a explosé les possibilités et c'est génial. Mais ça a aussi affecté comment on fait du transfert de connaissances et de la communication scientifique. Donc, on est, je le crois, on peut le dire après, mais dans un changement de paradigme et je trouve ça exceptionnellement excitant d'être là. Et donc, moi aussi, j'étais ravie de pouvoir partager avec vous aujourd'hui. Donc, mon terrain de jeu, moi, je l'appelle le TC. En anglais, ils appellent ça le Keystar parce que c'est Knowledge Transfer, Knowledge Mobilization, Knowledge Sharing, Knowledge Translation, Knowledge. Donc, le Keystar, je l'aime bien aussi. L'important dans la définition longue, parce qu'on n'arrive jamais à le définir de façon courte, c'est de retenir que c'est un échange qui fonctionne, puis ça, c'est déjà des données probantes. Dès qu'il y a une écoute, dès qu'il y a un échange, dès qu'il y a, et là, on peut la formaliser de différentes façons, il y a, quand on évalue notre transfert de connaissances ou notre communication scientifique, on se rend compte qu'on atteint plus notre cible avec des techniques comme ça, comme vous l'avez nommé. Donc, si un jour vous voulez des données probantes là-dessus, je peux vous fournir toutes sortes de choses. Donc, ça, c'est, j'avais envie de vous partager cet outil-là. C'est un outil canadien qui vient de l'Ontario. C'est un outil bilingue qui décrit un peu c'est quoi le transfert de connaissances. J'avais envie de vous sortir des classiques du FRQ puis des IRSC, puis de vous amener vers quelque chose qui a été, ça c'est ce que j'appelle du transfert de connaissances au carré. On a fait du transfert de connaissances avec le transfert de connaissances. Toujours avec moi? D'accord. Donc, ils ont fait un beau design, ils ont fait une synthèse, ils ont été concis, ils ont été humoristiques, il y a des petits bonhommes, tout ça. Pour essayer justement que cette connaissance-là sur le TC soit digeste. Donc, mobilisation des connaissances ne se limite pas à diffuser les renseignements. C'est pas péjoratif, c'est vraiment juste pour se différencier. Je pense qu'il y a quelque chose à dire là. Il y a du partage, la publication à sens unique d'information. Donc, pour moi, c'est vraiment ce terme-là qui est important. Ce n'est pas à sens unique. C'est aussi l'engagement, la participation de l'utilisateur, l'attention portée aux effets de l'information. Donc, moi, je m'intéresse beaucoup aussi à l'évaluation. Vous le voyez dans l'image en bas, il y a la planification, l'exécution. Ce que moi, je vous ai entendu parler aujourd'hui beaucoup, c'est de votre exécution. Et Martine, tu as un petit peu parlé d'évaluation quand tu nous as dit la portée et ce qui était décrit dans tes commentaires. Parce que le mot évaluation, on n'aime pas bien ça, là, mais ce n'est pas l'examen, mais c'est ce qu'on en a pensé. Et qu'est-ce que tu l'as nommé aussi sur comment tu t'es adapté en lien avec ce que tu as reçu comme commentaire. Donc, pour moi, l'évaluation, c'est quelque chose d'extrêmement important en transfert de connaissances. Et c'est juste ça que ça veut dire. C'est pas, faut enlever le concept d'examen en tête. Donc, les données probantes ne se limitent pas à la recherche, elles comprennent les données tirées de la pratique concrète, de l'expertise des praticiens, des expériences. Dans ce cas-ci, c'est un site pour la famille, des enfants, des adolescents de leur famille. Je rebondis sur ce que tu as dit, Kevin, tout à l'heure en disant pour rejoindre les jeunes, ça rejoint les jeunes, ce n'est pas de l'agisme, c'est des données probantes. Donc, si tu veux, je peux aussi te fournir une tonne d'articles qui dit que pour être efficace, et les jeunes comptent jusqu'à temps que votre lobe frontal termine de pousser, donc vous pouvez y aller jusqu'à 30 ans en utilisant des données probantes neuroscientifiques et sans faire d'agisme. Donc, le pair à pair fonctionne quand même bien. Ce n'est pas le seul public cible que le pair à pair fonctionne bien. On peut le remarquer aussi beaucoup chez les scientifiques. D'accord. Ça vous parle. OK. Donc, tout public cible, et là, c'est là qui est difficile pour nous quand on veut, par exemple,
avoir un objectif de transfert de connaissances. Là, j'ai fait un petit point sur la planification de transfert de connaissances où nous, on parle de trois, les données probantes sur le transfert parlent de trois grands objectifs. C'est soit d'informer, soit de changer des comportements ou soit d'essayer de persuader, d'influencer. On ne va pas avoir les mêmes outils de transfert de connaissances, on ne va pas avoir les mêmes stratégies de transfert de connaissances, dépendamment de notre objectif à la base. Donc, moi, je travaille beaucoup dans cette planification-là qui inclut beaucoup de travailler avec les chercheurs et les publics cibles pour savoir c'est quoi le but. C'est vraiment concrètement, c'est quoi votre objectif? Et souvent, il n'y en a pas juste un. Plus on pousse, plus on écoute, plus on se rend compte qu'il y a un objectif pour A, B, C, D et qu'il va y avoir, en lien avec A, B, C, D, des outils et des stratégies différentes aussi. Donc, est-ce que, souvent, on vient me voir, je veux faire des balados. Pour qui? Le grand public. Puis c'est qui ton grand public? Donc, c'est ça. Donc, on pousse, on pose des questions, on pose des questions. On peut se lancer dans des initiatives, comme vous l'avez fait aussi, en sentant un besoin, en pressentant un besoin, mais on peut aussi y aller avec une... Donc, c'est ça, moi, mon travail que j'ai... voilà, je parle trop, hein? Donc, en 2015, oui, c'est ça. Bonjour Valérie. Donc, en 2015, on a fait un party, on s'est dit qu'est-ce que ça va devenir Immerscience. Le terme courtier de connaissances, courtier en sciences est sorti, je ne l'aimais pas à l'époque, maintenant on en parle. C'était juste pour vous montrer ça. On a parlé de curation scientifique, on en fait beaucoup. Par exemple, un de mes gros clients a été de travailler avec le pharmacien. Quand je vous disais que je ne voulais pas ma face dans la télé, c'est ça aussi, mais j'aime bien travailler. C'est parti d'une envie de petite fille qui tripait sur la science de tout acabit pour la rendre accessible. Et maintenant, on est dans des services custom-made. On a 2 départements. On travaille avec les gens qui font de la science de l'information, nos fameuses bibliothécaires qui viennent agréger ce que tu appelais, Martine, la cacophonie, que moi j'appelle l'infobésité, et qui nous permettent d'avoir accès à toute une multiplication de bases de données, parce que maintenant, PubMed n'est plus la source, il y en a plusieurs, il faut parler des sources. Et ensuite, je travaille avec toutes sortes de consultants en lien avec des scientifiques, mais aussi toutes sortes de créatifs, moi j'appelle ça des créatifs, qui font balado, médias sociaux, vous, journalistes, enfin, voilà, dépendamment du besoin qu'on a établi juste avant. Et voilà, donc on localise, on organise, on évalue pour mieux communiquer. On reste toujours essayer d'exploiter tout ça de façon éthique, ce qui donne Immerscience, plongée dans la science. J'ai presque fini. Les données probantes nous disent, ça c'est des articles scientifiques là, qui ont été agrégés en images un peu digestes sur qu'est-ce qui est nécessaire pour faire du courtage de connaissances, là, ce que vous faites, là, ce qui fonctionne mieux. Donc, identifier, c'est une autre façon de dire ce que vous avez dit, les jeunes. Vous l'avez nommé, c'était vos données probantes. Elles se retrouvent évidemment dans la littérature. Si ce n'était pas du copier-coller, on aurait des problèmes entre l'arrimage science et pratique. Donc, c'est parfait, c'est génial. Je n'ai pas plus à dire. Nous, c'est une bonne dose de tout ça qu'on essaie d'amener, de travailler avec le cœur. Vous voyez, on se rejoint totalement pour être capable de se mettre dans les souliers. Puis ça, c'est mes petits mocassins pour travailler ensemble, collaborer et que la lumière puisse émerger. N'est-ce pas beau? Et voilà. Et on se pose toutes sortes de questions pour travailler ensemble. Ça, c'est mon casse-tête de tous les jours. C'est quoi le besoin réel et concret en information à l'instant T? C'est quoi les objectifs? Sensibiliser, influencer? Est-ce que les données sont transférables? Donc, moi, pendant la COVID, j'ai été beaucoup à me questionner là-dessus. Est-ce que je me lance? Est-ce que je ne me lance pas? Est-ce qu'on en sait assez? Est-ce que? Donc, Mme Borde et tous les journalistes, je vous lève mon chapeau parce que franchement, je n'aurais pas voulu être dans vos souliers au quotidien, sincèrement. Et puis, je crois beaucoup au mariage entre l'art et la science. C'est tout. Merci beaucoup, Catherine. C'est une fin précipitée, mais voilà. Oui, et pour moi, c'est des merveilles. Je suis une plongeuse aguerrie et c'était mes petites images de vous dire on est dans un écosystème très, très biodiversifié, mais qui nous recèle de toutes sortes de beautés. Tout à fait. Et je trouve que c'est une super belle image. Puis d'ailleurs, on va continuer notre plongée en discutant tout le monde ensemble. Merci beaucoup, Catherine. Donc, écoutez, on n'est pas très nombreux dans l'atelier, on est 11 participants au total. Hein.
Donc, ce que je vous propose, c'est que plutôt que de faire ça vraiment sous une forme de webinaire vraiment strict, je vais inviter les participants. Je pense que vous devriez pouvoir ouvrir vos caméras, vos micros. Si notre technicien Pascal est capable de faire en sorte que les participants puissent ouvrir leur caméra, leur micro, ça serait vraiment le fun. Malheureusement, mesdames, pardonnez-moi de vous couper, malheureusement, comme nous sommes en mode webinaire, les participants ne pourront pas ouvrir leur caméra ou leur micro, puisque le mode qui a été choisi, ce mode webinaire. D'accord. Mais ils pourront lever la main pour poser des questions. Il me fera plaisir de pouvoir leur ouvrir leur micro ou leur permettre d'ouvrir le micro. Ok, c'est vous qui allez ouvrir les micros, d'accord. Oui, écoutez, à ce moment-là, oubliez ce que je viens de dire. Je vous invite juste à lever la main. Moi, je les vois les mains levées, et donc c'est Pascal qui va donner la main aux personnes présentes. Si vous levez la main, ça va être le moment de poser vos questions. Moi, je trouve que c'est très inspirant ce que vous avez présenté chacun à votre tour. Ça me conforte aussi évidemment dans beaucoup de choses que je vois de mon côté, autant comme journaliste que comme fondatrice du Centre d'équipe qui navigue aussi dans un petit bout de cet océan, un petit bout pas très exploré. Je trouve que ça a soulevé plein de bonnes questions. Puis peut-être moi, Kevin et Martine, j'aimerais vous poser la question qui tue, pour commencer, histoire de mettre les débats. Est-ce que pour vous, faire ça, c'est comme un sideline de vos études, ou est-ce que c'est envisageable pour vous de devenir vraiment des influenceurs, communicateurs, courtiers de connaissances, on peut appeler ça comme vous voulez, à temps plein, puis d'arrêter un moment vos études là pour vraiment vous consacrer à ça? Est-ce que vous avez l'impression que le support que vous pouvez avoir, le succès que vous avez pu avoir, tout ça, ça vous donne envie, ça vous fait quand même un peu peur? Puis ça serait quoi les écueils et les encouragements là-dedans? Je ne sais pas qui de vous deux veut commencer, là, Kevin ou Martine. Je peux me lancer. J'ai vraiment pas de prétention de devenir influenceur demain matin, ça c'est certain. Ce que j'ai réalisé avec mes engagements, c'est que je suis vraiment pas une personne de réseaux sociaux. Je l'ai fait par la force des choses durant la COVID-19 parce que j'ai une formation en biochimie puis en épidémiologie. J'ai travaillé sur l'ARN, puis j'ai vu beaucoup de choses circuler sur les vaccins ou sur un paquet de mesures sanitaires qui me faisaient mal puis qui touchaient aussi mes proches puis le public plus élargi. Et moi, c'est plus par passion, motivation primaire que j'ai fait ça parce que je fais de la recherche pour contribuer au bien commun. Puis je vois ce type de transfert de connaissances-là comme un moyen pour justement aider à la santé puis au bien-être des populations. Je n'ai pas la vérité infuse non plus, puis je n'ai pas cette prétention-là. Donc, je le faisais tout simplement humblement en fonction des connaissances que j'ai. Puis, je pense que j'ai eu la chance de pouvoir étudier dans ce domaine-là, au même titre que moi, je fais confiance à mon mécanicien quand j'ai un problème d'auto ou je vais voir mon épicier pour me suggérer un saucisson, je ne sais pas. C'est parce que ce sont les experts dans un domaine donné. J'ai un certain champ d'expertise, j'ai des connaissances dans un domaine donné. Donc, pour moi, c'est vraiment pas comme un sideline, ça vient un peu avec le fardeau d'avoir étudié dans ce domaine-là, si je peux dire. Oui. Je pense que est-ce que ça pourrait être un choix de carrière ou parce que la pandémie n'est pas finie, puis on ne sait pas trop ce qui va nous tomber dessus, mais santé publique et épidémiologie, il y a des besoins d'information qui vont rester quoi qu'il arrive. Est-ce que c'est... Je comprends parfaitement la motivation intérieure, mais je veux dire, au-delà de ça, est-ce que c'est envisageable pour toi soit de te lancer complètement là-dedans, soit que ça teinte, je ne sais pas moi, si tu vas en recherche, que ça teinte ton expérience? Pas complètement, mais
je crois que le transfert de la connaissance, on l'a vu avec la santé publique, c'était essentiel durant la pandémie. Puis je crois qu'on a réalisé beaucoup de choses. Puis j'ai comme l'impression que si ce n'est pas déjà fait, il va se créer des départements à l'intérieur des institutions de santé publique pour mieux transférer les connaissances au public, les connaissances en santé. Donc oui, moi, c'est définitivement quelque chose que je pourrais envisager, mais qui vient en parallèle avec la recherche. C'est de prendre la recherche, faire l'état des connaissances, puis ensuite de voir comment ça peut être utilisé dans la population, transféré dans la population. C'est sûr que je suis en santé publique, donc souvent, c'est pas comme être en génie, par exemple, où ce qu'on voit l'application pratique de qu'est-ce qu'on fait technologiquement parlant, faire des interventions à l'échelle de la population pour changer la santé des populations, c'est excessivement complexe. On vient quand même de faire une belle réussite. Hein. Ben oui, exact. Parce que moi, je suis très positif, puis très, je veux dire, il y a eu le meilleur puis le pire dans la pandémie, puis on a vu le meilleur aussi de l'humanité, puis tout ce qu'on a fait en santé publique, c'est incroyable, du moins au Canada. Là. Donc, ça pourrait être un sideline de recherche, c'est sûr, mais c'est définitivement pas quelque chose à 100% pour moi. Martine, merci Martine. Dans mon cas, oui. C'est quelque chose que je songe à faire à plus long terme. Là. Je dirais même qu'en ce moment, je suis en train d'enregistrer « Faut que tu m'expliques » comme au BNL. En ce moment, en fait, je ne qualifierais pas ça d'un sideline là, parce que je fais ça bénévolement. Puis en fait, j'ai aucun financement. Je paye tout de ma poche, mon matériel. C'est un hobby là, pour moi, je dirais plus. Là. Fait que, c'est sûr que d'avoir un peu de financement, ça ne ferait pas de mal. Là, mais sinon, j'ai vraiment du plaisir à faire ça. Puis c'est sûr que si je peux en faire hier, éventuellement, c'est quelque chose que j'aimerais faire. Comme j'ai mentionné, j'étudie en médecine. C'est sûr que je ne lâcherai pas mes études en médecine pour faire ça seulement. Mais honnêtement, la vulgarisation scientifique, c'est vraiment quelque chose que je compte jumeler à ma pratique clinique dans le futur. Alors, D'accord, ok. Donc j'en déduis que même si vous êtes beaucoup impliqués, ça pourrait difficilement devenir nécessaire. Enfin, ça ne serait pas forcément pour une activité à temps plein permanente. Là. Je vois qu'on a une question d'Amélie. Pascal, tu es capable d'ouvrir le micro d'Amélie? Alors, Amélie Forget, votre micro est présentement possible d'être ouvert. Simplement sortir du mode sourdine et vous adresser à l'Assemblée. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Mais en fait, j'étais en visite tout à l'heure et j'ai cru comprendre que vous vouliez me faire parler. Est-ce que ça se peut que vous m'aviez posé une question? Non, excusez-moi, parce que j'étais dans l'auditoire et j'ai vu que j'ai reçu un message comme quoi qu'on me demandait de me unmuter. Et je pensais que vous m'aviez interpellé, mais j'étais au téléphone. Excusez-moi, bon. Je retourne dans ma bulle. Je ne voulais pas interrompre la conversation. Il n'y a pas de problème. On a eu une autre question dans le chat. Peut-être Marjolaine, si vous voulez ouvrir votre micro. Je vais vous poser la question, à moins que vous la voyiez tous les trois, là, puisque les sujets pendant la pandémie ont été plutôt lourds. Quels étaient vos trucs pour s'assurer que le matériel demeure léger? Vous avez discuté d'humour et d'humanité, mais quelles sont les façons concrètes que vous avez utilisées quand les sujets étaient trop intenses? Qui veut répondre? Oui. OK. Dans mon cas, à chaque fois que je parlais de la pandémie, c'était assez lourd. Puis, je ne pouvais pas toujours avoir un ton léger. Fait que ce que je faisais, c'est entre ces publications-là, je mettais du contenu vraiment plus léger. Là. Puis, même pas en lien avec la pandémie. J'ai fait, par exemple, une vidéo qui parlait des couilles qui ont des papilles gustatives. Ça n'a pas rapport, tout un peu pour faire rire. Puis, sinon, je prenais des sons sur TikTok qui étaient en tendance. Puis, j'essayais d'adapter ça à la pandémie. Là, il y avait un son, je pense, en tout cas, c'est le vaccin de la COVID qui disait, arrête de me juger, apprends à me connaître avant de me juger. Puis là, je mettais des statistiques qui montraient que depuis la vaccination, les cas descendent, des trucs comme ça. Fait que c'était soit d'aborder d'autres sujets ou d'aborder les sujets de la COVID, mais de manière vraiment humoristique. Puis que c'était plus pour divertir même que pour informer et éduquer. D'accord. Kevin?
Ouais, pour ma part, c'est sûr que côté humour, c'était souvent pour détendre l'atmosphère plus qu'autre chose, là. Des fois, en répondant à des commentaires ou à des questions de personnes un peu plus agressives. Donc, une petite blague par-ci par-là, des fois, ça détend le tout, ça rend le tout un peu plus humain. Hum, Sinon, en termes de matériel plus humain, on avait commencé à adapter un livre jeunesse pour expliquer les concepts de base des maladies infectieuses aux jeunes. Malheureusement, le projet est tombé caduc, mais c'est quelque chose qui était très imagé puis qui aurait bien parlé, je crois aux enfants. Point de vue humanité, ben, moi j'étais très ouvert, là. Les gens me contactaient, puis j'ai répondu à des milliers de questions dans mes messages personnels. Il y a des gens à qui j'ai donné mon numéro de téléphone pour discuter de certaines choses. Puis ça me faisait plaisir de le faire lorsque la démarche elle était honnête. Puis c'est d'entendre leur côté de la médaille aussi, puis leur réalité. Donc, c'est un peu ça concrètement qu'on peut faire, c'est être à l'écoute, puis ensuite de voir c'est quoi leur cheminement, pourquoi ils sont arrivés à cette conclusion-là, comment ils sont arrivés à cette information-là. Puis ça permet justement de déconstruire un peu toutes les fausses nouvelles autour de ça, en étant plus humain. Ouais. Mais ça demande en même temps, ça demande énormément de travail. Ce que vous avez fait, là, vous avez travaillé comme des fous, là. Honnêtement, c'est tellement taxant. C'est tellement taxant. Il a fallu que je prenne du recul un peu. J'avais mes examens doctoraux, puis il faut que j'avance ma thèse aussi, parce que la recherche sur le cancer, ça n'arrête pas non plus. Donc, c'est sûr, c'est excessivement taxant, d'où mon plus grand souhait, éventuellement, si les informations pouvaient être plus massivement accessibles facilement aux gens, ça serait le fun. Ou qu'il y ait juste plus de monde, plus de scientifiques, d'étudiants qui sortent comme nous pour essayer de diluer toute la fausse information qui circule. Oui. Julien, dans le public. Je peux rebondir aussi? Ah oui, pardon, excuse-moi, Catherine. Oui, vas-y. Mais c'est juste pour ajouter parce que moi, mes choses ne sont pas visibles puisque c'est des projets avec des centres de recherche, c'est pas nécessairement des projets sur les médias sociaux qui ont pu être, c'est pas de la communication grand public tout le temps, moi, que je fais. Mais pendant la pandémie, ce qui a été beaucoup apprécié, nous, dans nos projets, ça a été de faire des événements qui donnaient la parole aux gens. Donc, moi, j'ai été approchée pour organiser des webinaires. Les gens voulaient parler de stress, voulaient parler de résilience beaucoup. Puis, en fait, moi, ça a été d'adapter mes activités pour, au lieu de leur pousser de l'information, de leur dire de faire attention à leur sommeil, à leur alimentation, de l'exercice, par exemple, c'était de leur donner un sas pour parler. Donc, ça rejoint un peu ce que tu disais, Kevin, en donnant ton numéro de téléphone. Mais donc, nous, on a fait des événements, par exemple, sur la résilience, mais sur 1h30, il y avait presque 1 heure qui était dédiée à écouter les gens. Et en fait, les produits qui sortaient de ça étaient vraiment co-construits avec les ressentis pour essayer de bâtir une intelligence collective de ce qui s'est passé. Puis ça, c'était des activités, par exemple, avec des CIUS, avec des travailleurs de la santé. Donc, c'était juste pour donner pour alléger quand c'était difficile, mais des fois, c'est pas tant de trouver la bonne façon plus que d'ouvrir le micro pour écouter. Donc, ça revenait à notre humanité, mais concret, qu'est-ce que ça donne de l'humanité? Bien, des fois, c'est des oreilles. Puis, tu vois, Kevin, ce que tu disais à la fin aussi sur t'espères qu'il y ait plus de gens, bien, moi, mon modèle d'affaires, je l'ai bâti comme ça parce que les chercheurs font plein de choses et moi, j'espère prendre les tâches chronophages pour les aider à s'y mettre devant. Donc, c'était un peu ça, ayant été chercheur quand même pendant plusieurs années. Je m'étais dit que peut-être ça serait une des choses à faire. Ce n'est pas la solution tout le temps, mais ça peut être une des solutions. Puis sinon, bien, au niveau des courtiers de connaissances, tu disais tout à l'heure, il y en a à l'INSPQ, il y avait tout un département, entre autres, de transfert de connaissances, mais ils ne sont pas nécessairement dédiés au grand public, c'est du transfert de connaissances interne souvent. Et puis, pour se parler entre eux, puis il y a des APPR. Aussi, je dis ça juste pour les gens, si vous vous intéressez dans des carrières
autres en courtage et connaissances. Là, le terme APPR, moi, je l'ai connu plus tard, mais c'est un chapeau pour beaucoup de postes en valorisation, transfert, sciences ouvertes. Il y a plein de choses là, qui se passent présentement. Mais là, le terme courtier, je le vois passer depuis quelques mois et j'en suis ravie. Ouais, tout à fait. Ben, merci de la précision. Donc, je reviens à la main levée de Julien Chapdelaine. Bonjour. Ouais, bonjour, salut. Bonjour à Ça fait tous. longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Ouais, salut Valérie, merci d'être là. Salut Martine, salut Kevin, c'est la première fois que je te vois là en dehors des réseaux sociaux, c'est le fun de te voir. Puis Catherine aussi, là, je t'ai jamais rencontré non plus, mais on dirait que tu as quelque chose à me dire, du moins je serais très intéressé à t'entendre. Tu m'as interpellé dans ta présentation. J'ai manqué la présentation de Kevin, mais je suis au courant du travail qu'il a fait notamment avec Majeur et Vacciné, le podcast qu'il a fait avec Martine aussi. C'est intéressant de voir, on dirait, cette espèce, vous œuvrez dans des paradigmes qui sont différents, là. Puis c'est ça qu'il faut retenir, tu sais. Martine, elle prend on va dire vraiment son casque de millénial, puis elle se met de l'avant, puis elle joue dans les codes des réseaux sociaux. Et ça, l'impact est palpable. Ça vient avec des contre-coups. Elle et moi, on a discuté pendant la pandémie parce qu'elle a eu des menaces, elle a eu des trucs comme ça, elle s'est revirée vers moi, puis on a eu des discussions. Tu sais, comment je deal avec ça, Julien, là, le fait que quelqu'un me menace, publie des photos de moi, par exemple, tu sais. Puis ça, c'est la réalité de Martine, et ce l'est également des chercheurs qui osent faire le pas. Donc, c'est sûr, comme organisation, tu sais, je suis conseiller stratégique au FRQ, on se pose les mêmes questions parce qu'on est là. On les pousse, les chercheurs. On leur dit, allez-y sur la place publique, là, puis bonne chance. Après, qu'est-ce qu'on peut leur offrir comme outil? Je pense qu'on est dans cette réflexion-là. D'ailleurs, je vous invite là, au forum qu'on va lancer en décembre. Ça va porter sur ces enjeux-là. Tout le monde est invité à y participer. L'invitation officielle va se faire là, si vous êtes abonné aux médias sociaux des FRQ. Notamment, vous allez le voir passer, mais également voir des communiqués officiels là, dans votre boîte de courriel où on invite des gens qui ont été attaqués, on invite des juristes aussi à débattre de ce sujet-là. Mais c'est fascinant de voir à quel point on est dans une époque charnière de la communication, / dans le cas qui nous intéresse, de la communication scientifique, là. Puis je vous dirais qu'on est en train de dessiner ce qui va... parce que les médias sociaux, c'est comme ça qu'on communique, c'est dommage, mais les gens se renseignent à partir des réseaux sociaux, puisent leurs renseignements. Donc si on veut avoir un impact, on n'a pas le choix de passer par ces canaux-là. Les médias commencent à le comprendre également. Puis on est des gens, vous êtes des gens qui sont formés pour dire des choses qui sont sensées. Donc, vous dites habituellement des choses qui sont intelligentes. Donc, je pense que vous êtes des bonnes personnes pour soit prendre la parole de manière, on va dire, frontale, comme le fait Martine, ou d'une autre manière, comme le font. On n'est pas obligé de mettre son visage en avant de la scène. Il y a moyen de faire autrement, je pense. Parce que c'est pas toujours évident d'être, disons, la vedette, là. Mais c'est ce que je voulais dire dans un premier temps. Puis j'invite peut-être Catherine, là, je sais pas, tu voulais un peu en discuter ou discuter des approches des FRQ. Moi, je suis bien ouvert à avoir une discussion avec vous quatre là-dessus. Là. Ben, merci Julien. C'est vraiment, effectivement, on ne fait que effleurer un débat aussi qui est vraiment important. Ah, je vois que ma connexion Internet est instable. Je m'excuse par avance. Aujourd'hui, c'est le royaume des caca informatiques. On va appeler ça comme ça. Marjolaine qui avait levé la main. J'ai un peu oublié de vous donner la parole tantôt. Je m'en excuse. Si on peut ouvrir le micro de Marjolaine. En fait, je voulais quand même laisser place à la discussion que Julien vient d'ouvrir, si ça ne vous dérange pas avant. Puis c'était une autre question qui s'était ajoutée, donc ça peut attendre sans problème. D'accord. Ben, est-ce que Martine ou Kevin voulaient réagir, ou Catherine, à ce que vient de dire Julien? Puisque je l'ai interpellé, vous me laissez... effectivement, c'était, étant donné votre rôle, puis qu'on parle beaucoup de médias sociaux et d'interaction avec le grand public via ce vecteur-là, étant donné votre position, je me disais que vous auriez plein de choses à nous raconter, puis je suis vraiment ravie de ce que vous venez de dire, là, puis de savoir que vous accompagnez Martine aussi, puis qu'il y a quand même des réflexions qui se font dans la communauté scientifique sur comment accompagner justement les chercheurs
dans tout ça, parce que c'est quand même quelque chose d'effrayant. Pour moi, c'est complètement effrayant, là, je vais le nommer. De se dire que c'est un envahissement aussi de ta vie personnelle, jusqu'où on va, pour justement pouvoir prendre une place et, comme tu disais, donner son opinion de mécanicien. Mm. C'est pas quelque chose qu'on est, je crois, prêt ou puis qu'il faut il faut se former, il faut se préparer, comme quand les chercheurs doivent communiquer avec les journalistes. Là, le service des communications habituellement essaie de faire qu'il y ait une préparation, là, parce que quand on se parle entre chercheurs, on ne parle pas de la même façon. Il faut apprendre à jargonner. Là, notre mécanicien aurait peut-être besoin de transfert de connaissances aussi des fois, là, tout simplement. Parce que moi, je ne le comprends jamais de toute façon. Bref. fait que c'était plus ça, M. Chapdelaine, là, que j'étais intéressée. Vous avez déjà nommé plein de choses que je suis ravie d'apprendre, là, qu'il y a des réflexions, qu'on se demande justement comment faire sur les médias sociaux, parce que moi, je crois, comme vous, là, qu'il faut prendre une place, puis que le seul vaccin contre la désinformation, c'est de se mobiliser. Mais comment on fait ça, puis comment on le fait ensemble, puis comment on se protège, puis comment on reste pérenne là-dedans sans que ça devienne juste des initiatives puis des sidelines. Pour que ça devienne notre ADN à tous, de se dire on fait partie d'un tout, puis on y va. Il y a une question en passant, Catherine, puisque ça fait quelques années que tu navigues là-dedans. Est-ce que tu perçois un certain changement dans la communauté de recherche avec peut-être plus de sensibilisation à ces questions-là, puis plus d'habileté aussi pour se pencher sur ces questions-là? La question n'est pas innocente, c'est que moi, ça fait longtemps que je vois les chercheurs évoluer, puis je trouve que la marche est très, très haute. Et as-tu le sentiment quand même que le message passe sur le fait de s'exposer au public, le fait que ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ça prend de l'argent, ça prend des habiletés pour faire ça? Je pense qu'il y a deux grands vecteurs de changement. Oui. Je pense que puis là, ça va paraître un peu... mais bon. Je pense que les organismes subventionnaires finissent par avoir un poids. Ça fait longtemps qu'ils appuient sur le bouton, là. Bien, longtemps, tout est relatif là, en temps, là, mais je veux dire, je pense que ça commence à... C'est long, hein, changer des pratiques. Moi, je ne veux pas... Il faut être réaliste, là, les données probantes pour changer des pratiques. Tous ceux qui ont essayé d'arrêter de fumer dans leur vie le savent, là, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc, demander à un chercheur de faire de la mobilisation des connaissances, ça ne se fait pas en criant ciseaux, point. C'est un humain. Donc, il faut appuyer, il faut continuer de répéter, il faut donner des incitatifs et je crois que là, il y a un beau changement. Tu sais, comme il y a plein d'initiatives en lien avec... En tout cas, moi, j'aime beaucoup ce que je vois au FRQ, entre autres. Là, ça fait vraiment... Bon, bref, mais c'est pas grave, je le pense. Je trouve que ça l'appuie, je trouve que c'est beau, je trouve que ça commence à percoler. Et l'autre vecteur, je trouve que c'est notre... là aussi, ça va paraître ce que c'est, mais ça aussi, j'y crois, c'est notre belle génération de jeunes qui nous fait une belle révolution étudiante et tout ça. Et dans un instant T où la pandémie, mon Dieu, merci. Là, je pense qu'on a un beau cocktail pour une vraie révolution, pour un vrai changement de paradigme. Puis j'ai bien hâte de voir dans 10 ans qu'est-ce qu'on va en dire de ce qui s'est passé maintenant par rapport à la communication scientifique, comment on va avoir brassé les cartes. Parce que là, je pense qu'on était en train de brasser les cartes. Tout à fait. Pour faire du pouce sur ce que tu dis, Catherine, je l'ai vécu, la demande de bourse cette année pour le FRQ avec le nouveau volet mobilisation sociale. Puis effectivement, je leur lève mon chapeau là-dessus parce que, à mon sens, c'est le premier organisme subventionnaire qui reconnaît comme le transfert de connaissances, comment on utilise nos connaissances pour l'amener dans le public. Donc, moi, ça m'a fait du bien de voir ça. Puis je pense qu'on est justement dans un engrenage. Ça commence à changer tranquillement.
On sort du carcan traditionnel on fait juste des publications scientifiques dans un jargon incompréhensible, puis on se parle entre nous. On l'a réalisé durant la pandémie. Comment on communique notre science n'est pas souvent optimal. Là, on a vu l'émergence des preprints. Je ne suis pas sûr que ça fait plus de bien que de mal. Je suis encore très, très partagé là-dessus. Donc, on a toute une réflexion engagée, nous, comme scientifiques, sur comment on veut communiquer la science aussi. Puis, en tout cas, je pense tranquillement, pas vite, ça s'en vient, mais effectivement, il y a des pas de géants à franchir encore. J'ai envie de vous dire, regardez du côté des physiciens aussi, c'est tout. Ils sont super inspirants. Hein? Avoue que je vous donne un stéréotype de fou, là, mais les physiciens en communication scientifique, moi, je tripe. Voilà, c'est tout. Martine, pardon. Désolée, Valérie. Non, il n'y a pas de problème, Martine. Oui, ben moi aussi, je suis contente de savoir que ça se jase et qu'il y a des choses qui s'en viennent. Puis sinon, je dirais que même avant de savoir ça, j'étais quand même optimiste là, par rapport à l'avenir parce que j'ai parlé de ma première vidéo là, où j'ai reçu plein de menaces, plein de commentaires négatifs. Évidemment, c'est le côté négatif, mais du côté positif, je dirais que même s'il n'y a rien concrètement en place de support pour les scientifiques, ou en tout cas, c'est un peu nébuleux, j'ai eu énormément justement de support de la part du FRQ, Julien. J'ai plein de scientifiques dans mon entourage ou même entourage éloigné qui sont venus commenter la vidéo, me backer pour pas que j'ai besoin de répondre à ces gens-là. J'ai vraiment senti un support intense là, de la communauté scientifique qui s'est fait vraiment naturellement. Là. Sur les 750 commentaires, il y en a peut-être 2 ou 3 là, que c'est moi. Le reste, c'est vraiment des gens, des scientifiques qui s'y sont mis aussi. Alors, comme on disait, pas nécessairement besoin de mettre son visage, pas besoin de passer 50 heures semaine à faire des publications, mais juste ce genre de support-là, ça fait une différence. Puis, je pense que les scientifiques qui vont être de plus en plus sur les réseaux sociaux, ça va se faire naturellement. Puis, j'ai vraiment hâte là, pour l'avenir à ce niveau-là. Juste pour complémenter ce que tu dis, là, moi aussi, je m'en allais, j'ai perdu mon idée, je l'ai mangé en le disant. Bon, je vais revenir si ça revient. Si je peux me permettre, en fait, là, j'enchéris avec ce que dit Martine, puis Catherine avait l'air de valider. Moi, sur les publications que je fais sur la page de Rémi Quirion, on s'entend que Rémi, il publie pas, il écrit pas tout ce qui... on s'entend là-dessus. Mais c'est curieux à savoir à quel point les gens y croient, mais ça, c'est une autre histoire. Mais moi, je trouve ça fascinant de voir les chercheurs qui ont des profils personnels venir discuter avec ceux qui vont avoir un autre avis. Moi, cette communauté-là, je l'adore. J'espère qu'elle est là. Elle lit ce que Rémi dit, par exemple, puis elle va renchérir, elle va tenter de convaincre les uns et les autres d'expliquer c'est quoi la base d'une cellule à la rigueur, parce que des fois, on s'en va là, dans une discussion qui a plus de 300 commentaires. Là. Il y a de toutes sortes, mais il y a des profs d'université là, qui écrivent sur ma page. Je leur écris perso, je les remercie après parce que c'est pas moi, Julien Chapdelaine, au nom de Rémi Quirion, qui va répondre à ça. Sinon, je m'embarque dans quelque chose qui finit plus. Là. C'est illégitime là, aussi de faire ça. Mon rôle, moi, c'est pas de répondre à tout ce qui est dit. Moi, j'ai plus un rôle de diffusion parce que légitimement, je ne vais pas mettre soit Rémi dans l'eau chaude ou les FRQ. C'est pas ça l'objectif de la page. Moi, je suis anthropologue de formation en plus. Donc, oui, j'ai une vision d'ensemble sur la science. Là, c'est important dans ma discipline, mais quand même, j'ai pas une formation en sciences pures. Fait qu'il faut que je deal avec ces réalités-là, mais lorsque la communauté est là en arrière, c'est vachement intéressant. Là. Pour rebondir... pour rebondir sur ce que tu dis, Julien, et puis sur ce que disait Kevin dans sa présentation tout à l'heure, moi, il y a quelque chose qui, évidemment, moi aussi, je suis beaucoup toute cette communauté scientifique sur les réseaux sociaux, puis je trouve qu'il y a peut-être là où il y a des lacunes, c'est comme tu disais, Kevin, il y a des scientifiques qui ne maîtrisent pas bien la méthode scientifique, puis qui ne maîtrisent pas la portée de la communication, puis moi, ça me fait peur à chaque fois que je vois des scientifiques qui disent des choses vraiment fausses sur les réseaux sociaux, parce que ça arrive, parce qu'ils ont simplement mal exprimé, pas réalisé à qui ils s'adressaient, et que, parce que, par exemple, ils vont critiquer une étude d'un autre chercheur sur quelque chose qui est important, mais qui remet pas non plus complètement la question, l'étude en question, ces gens-là vont être repartagés par toutes
les gens qui sont contre les études en général, puis contre qui ont une opposition de principe à ce qui a été véhiculé dans cette étude. Et des fois, c'est une arme à double tranchant. Tout à fait. Et tu en as parlé un peu, Kevin, tout à l'heure dans ta présentation, puis je trouve que c'est intéressant parce qu'il y a en même temps, entre guillemets, des risques à mettre des gens qui ne sont pas outillés pour faire de la communication scientifique en première ligne, parce que ça peut vraiment faire déraper le débat. Est-ce que vous avez eu un peu, au travers de ce que vous faites, vous, cette impression-là aussi? 100%. 100%. J'en ai vu plusieurs affirmations mal soutenues ou maladroites. Puis c'est souvent non intentionnel. C'est juste que la manière dont on fonctionne en science, on est tout le temps critique entre pairs. Hein. Donc, c'est pas pareil comme on se parle entre scientifiques puis comment on doit parler avec le public aussi. On peut être très critique dans un article, mais ça ne veut pas dire nécessairement que sa valeur n'est pas là non plus. Puis c'est l'ensemble des preuves qu'on doit évaluer. Donc, c'est pour présenter au public. Donc, effectivement, lorsqu'il y a des lacunes dans comment on comprend la science puis comment on la fait, ensuite, le transfert de connaissances, ça en prend un coup, c'est certain. Puis, pour rejoindre un peu ce que Catherine disait tout à l'heure dans sa présentation, je suis d'accord avec ce qu'elle disait. Je pense que l'éducation à la science devrait être révisée et refaite au complet. Parce que le premier cours d'épistémologie que j'ai eu, c'est dans mon séminaire de santé publique en doctorat, 11 ans après être entré à l'université. Moi, c'est par curiosité intellectuelle moi-même que j'ai lu Kuhn, puis j'ai lu un paquet de philosophes des sciences parce que j'ai toujours eu cet intérêt pour ça. Puis, vous connaissez Martin Carly, là, qui est un vulgarisateur de la télévision, mais ça a été mon professeur de chimie au secondaire. Donc, donner une idée, j'ai été encouragé vers ça très, très tôt, mais je pense effectivement il faut commencer plus tôt. Il faut commencer plus tôt, repenser comment on présente la science, arrêter que ce soit noir ou blanc. Je ne comprends pas pourquoi on dit au secondaire que PV égale NRT. Là, c'est une équation qu'on utilise en chimie. On dit au secondaire que ça s'applique juste au gaz parfait, puis là, tu fais ton cours de physico-chimie à l'université, puis finalement, tu peux l'appliquer dans toutes les conditions sur Terre. Puis là, il y a des chimistes qui vont dire le contraire. Mais tu sais, je pense qu'il y a du gros travail à faire sur l'éducation des sciences. Hein. Je te vois acquiescer sans cesse depuis tout à l'heure. Tu es d'accord avec ça? Tu t'es aperçu qu'il y avait du travail à faire? C'est à qui tu dis? Je parlais l'une ou l'autre, là, mais je vois Martine acquiescer beaucoup depuis tantôt. Catherine peut réagir aussi, bien sûr. J'aimerais en fait aussi qu'on discute que le problème, ce qui se situe, puis on en parle beaucoup, Rémi en parle aussi sur plusieurs plateformes, puis là on sait que la SQRI s'en vient, hein, ça veut dire des nouvelles sommes investies dans la recherche, dans la science, mais également dans la communication scientifique, dans la littératie scientifique. C'est ce qu'on essaie de pousser de notre côté, je vous dirais, puis ça il faut convaincre le patron, pas le mien, mais son patron à lui. C'est ça. Et là, on se rend compte, dans le fond, que est-ce que le grand problème qu'on a perçu lors de la pandémie, c'était pas justement une compréhension à peu près nulle du métier de chercheur, de la méthode scientifique. Les gens, on dirait qu'ils ne sont pas au courant qu'un chercheur peut se contredire, qu'un chercheur, on met une amalgame d'études pour arriver à un semblant de un consensus, par exemple. C'est la base à la rigueur, mais je pense qu'on est passé à côté de ça parce que justement, ça reste encore très obscur, incompris, homme blanc en sarrau, là, on a du travail à faire. Mais plus loin que ça aussi, c'est qu'on a politisé plusieurs propos sur la place publique. Puis ça a cet effet-là aussi qui est dangereux, parce que les gens ont de la misère à discerner ce qui est scientifique de ce qui est de la décision politique. En effet. Ça aussi, ajouté à tout ce que tu viens de dire, Julien, mais je pense que d'entrée de jeu, on s'est peut-être mis un doigt dans l'œil en partant avec nos communications. Et je m'excuse si mes critiques vont envers les chercheurs, mais je pense que c'est vraiment important, puis c'est le public qui est avec nous aujourd'hui aussi, avec un espèce de mélange fréquent d'opinion et de science qui est vraiment, à mon sens, vraiment dangereux. Parce que là, à partir du moment où on essaye de faire passer de la science pour de l'opinion, tout se vaut.
Ça peut être vraiment très trompeur et nous emmener sur des choses, des terrains ultra glissants. J'appelle ça le biais du politicien où on veut à tout prix dire ce que l'autre personne devant nous veut entendre. Puis souvent, on est fautif comme chercheur quand l'information circule, puis là, on est interpellé dans les médias constamment, puis on doit sortir de l'information. On finit par dire ce que l'autre veut entendre, ce qui n'est pas nécessairement complètement aligné avec le consensus scientifique. Puis, oui, tout à fait. Si je peux vous pointer... Moi, j'avoue que ma préoccupation, pardon Julien, vient vraiment du fait que je trouve que Kevin et Martine ont fait des choses fantastiques, mais si je suis bien où ils en sont dans leur raisonnement, c'est éphémère, entre guillemets, comme contribution, ou en tout cas, c'est difficile de pérenniser ce genre de choses. Ça veut dire qu'il va falloir constamment avoir des nouveaux projets, puis c'est excellent parce que ça forme les étudiants, c'est peut-être une transition à faire, mais ça va être un défi constant de pouvoir aider les étudiants à faire ça. Puis je pense qu'effectivement, les FRQ le font très bien et peut-être que par contre, il n'y a pas assez de gens comme les FRQ qui le font très bien. Et d'autre part, comment on fait pour que ces gens-là puissent vraiment se consacrer à temps plein à ce qu'ils font de manière absolument excellente. Donc, mais je reviens, je pense Marjolaine que j'ai tassée tout à l'heure, je vois le temps qui passe aussi. On va revenir à la question de Marjolaine, si vous voulez rouvrir votre micro. Bien, en fait, si vous me permettez, j'aimerais quand même ajouter un commentaire à ce que Kevin, à la discussion que Kevin, puis en fait, que vous aviez entretenue, puis plus précisément par rapport au commentaire de Kevin face à la politisation de certaines informations scientifiques. Puis je pense que ça souligne vraiment l'importance de la multidisciplinarité, tant au niveau des communications scientifiques, un peu comme la réforme qu'on voit présentement dans le monde de la recherche, mais est aussi importante, je pense, au niveau de la communication. Puis j'espère que c'est vers là qu'on va aller avec la popularisation de ces nouvelles méthodes de partage des connaissances. Parce que, bon, on s'entend que c'est beaucoup plus complexe. Il y a des impacts psychosociaux aussi des communications, mais aussi, si on pouvait bénéficier de l'aide d'experts en sciences de la communication, ça pourrait être super aussi. Mais derrière ce commentaire chargé auquel je vous encourage à réagir aussi. En fait, ma question de plutôt, c'est avec tous les canaux que vous avez mentionnés. Donc, je sais que Kevin puis Martine, vous êtes beaucoup sur les réseaux sociaux. Catherine, tu as mentionné beaucoup travailler au niveau de projets avec des instituts de recherche, tout ça. C'est quoi, en fait, selon vous, autant d'une opinion professionnelle que personnelle, vos canaux préférés pour la communication scientifique? Personnellement, pour moi, c'est les écoles primaires et secondaires. J'ai fait beaucoup d'activités sur d'autres sujets qui étaient en lien avec mes recherches, plus sur le cancer et les drogues d'abus. Moi, je trouve que c'est un terreau fertile. Les jeunes ont tellement des bonnes questions. Des fois, ils vous amènent à réfléchir à d'autres affaires. Moi, je pense que c'est le meilleur point d'entrée pour transmettre des connaissances. Martine? Moi, j'aime beaucoup les réseaux sociaux en général, mais ça prend énormément de temps, faire du contenu, puis bâtir une plateforme, parce que c'est beau faire du contenu de qualité, mais qu'il soit diffusé, qu'il soit vu, qu'il soit partagé. Là, c'est du bouche à oreille, ça prend du temps. Ce qui fait que je pense qu'à l'avenir, ça pourrait être vraiment important et intéressant de miser sur les influenceurs. Puis je sais que ça a vraiment une connotation négative, là, ce mot-là, mais c'est des gens qui disposent d'énormes plateformes et qui veulent utiliser leur plateforme pour des choses comme véhiculer de la science, des vraies informations. Puis, c'est des gens qui ont déjà bâti, c'est pas tout le monde, là, mais évidemment, il y en a. S'il n'y a pas l'incitatif derrière, c'est ça l'affaire. Oui, par exemple. Oui, c'est sûr. Mais, par exemple, ma vidéo sur les influenceurs, j'ai nommé des noms d'influenceurs dans la vidéo. Il y en a qui ne l'ont pas bien pris du tout, puis je peux comprendre. Mais il y en a là-dedans qui m'ont contacté par après pour me poser des questions. Et j'en ai qui me contactent encore régulièrement là, pour répondre à leurs questions puis qui ne publient plus sur la pandémie.
Ou sinon, il y a des influenceurs qui ont des podcasts, des trucs comme ça. Fait que je trouve que d'utiliser des plateformes déjà bâties, que ça soit en collaborant avec ces influenceurs-là sur leur plateforme, sur leur balado ou en les invitant sur la nôtre, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant et qui peut être super dynamique parce que ces influenceurs-là, en fait, font partie du public qu'on vise. Catherine? Martine, je suis totalement d'accord. C'est difficile parce que souvent, c'est ça. Souvent, on va se retrouver avec des émotions. On se dit, ah, ben, ils se sont prononcés, ils ont dit leurs opinions, mais effectivement, c'est ce que j'allais dire. C'est aussi notre public cible. Moi, c'est dans une optique de collaboration. C'est pas toujours facile. Ça prend de l'humilité, ça prend de l'écoute, c'est tout ça. Puis pour répondre à la question, moi, j'ai pas un vecteur. J'ai pas un vecteur préféré, si ce n'est celui qui apparaît répondre le mieux aux besoins à l'instant T. Donc là, on est dans une ère de balado, mais dans 5 ans, est-ce que ça va être d'autres choses? On est dans une ère de médias sociaux. Donc, moi, j'essaie de m'adapter vraiment à ce qui est vecteur, ce qui est porteur. Donc, des fois, c'est des livres. Kevin, tantôt, tu as parlé du livre. Je trouve que c'est quelque chose, c'est une porte d'entrée dans l'imaginaire des enfants qui est géniale. Puis, si je peux me permettre une phrase de données probantes, il n'y a pas un vecteur qui est la solution. C'est comme en marketing, là. Il faut que tu aies plusieurs portes d'entrée pour toucher tous tes publics cibles. Donc, il y a une place pour tout le monde, il y a une place pour toutes les activités de communication, transfert de connaissances. Puis, il y a toujours une place à l'incertitude, comme dans toute recherche, où tu peux partir avec une super belle hypothèse puis te ramasser à Chibougamau parce que tu n'as pas prévu que le facteur X avait plus d'importance. Donc, il faut aussi se laisser porter, je crois, par une certaine itération. Donc, moi, j'y vais... moi, je suis un papillon, là. J'aime butiner un petit peu partout, là. Fait que j'aime beaucoup toutes sortes de médias. Mais moi, je suis plus un chef d'orchestre qu'un instrument comme tel. Je vous ai mis 50 métaphores. Je suis revenue. C'est parfait. Si je revenir avec l'océan aussi, si vous voulez. De répondre brièvement à la question avec mon chapeau, non pas d'animatrice du panel, mais des autres chapeaux. On vous perd. Moi, dans la communication, une masse de gens importants. Mon ordinateur a bugué. Vous m'avez entendu? Non. Ok. S'il vous plaît, on a tout manqué. Oui, mais c'est ce que je vous dis, j'ai des bugs d'ordinateur qui m'écœurent. Je disais, je pense que dans tous les médias, je suis parfaitement d'accord là avec l'analyse. Il y a plein d'endroits différents. Puis la communication scientifique, le message scientifique doit se rendre à toutes les couches. Puis il y a bien des manières de le faire. Puis l'important, c'est d'explorer toutes ces manières-là. Donc moi, avec mon double chapeau, c'est certain que je pense que les médias ont encore un jeu, les médias traditionnels et ce qu'ils essayent d'investir des notions ont encore un jeu à jouer. Donc, ce qu'on fait avec le centre Déclic, où on amène des chercheurs, communication instable, j'espère que vous m'entendez, où on amène des chercheurs en présence dans des bibliothèques mis sur un public qui n'est pas du tout éduqué, qui n'est pas forcément très jeune, mais qui a énormément sur des interactions en perspective où on va permettre des longues discussions très bien. Et je pense que c'est la combinaison de toutes ces choses-là qui va permettre de vraiment, à la longue, finir par faire changer l'état de la communication scientifique. On arrive à la fin de notre présentation, il est midi. Écoutez, on aurait pu en parler encore longtemps. Je voudrais vous remercier chaleureusement tous les trois pour votre participation à cet atelier-là. Remercier aussi le public qui s'est joint à nous, même si on n'était pas très nombreux, et ça nous a permis
bonne petite discussion. Et puis, je voudrais vous encourager, surtout tous, à continuer vos beaux efforts, parce que je pense que dans le monde où on vit en ce moment, on a besoin, même si des fois à court terme c'est décourageant, là, ça vaut vraiment la peine, puis je vous encourage vraiment à continuer. Donc, merci beaucoup à tous, et puis